Hajar Hazel, bonjour, merci d'être là. Hajar Hazel, vous êtes franco-marocaine et c'est votre deuxième roman que vous présentez ici à Barjac, après L'Envers de l'été, Le sens de la fuite. De beaux titres. Alors, c'est l'histoire d'Alice, une jeune journaliste qui va commencer à Beyrouth et on va se plonger dans en fait les révolutions du printemps arabe, le Liban avant 2011, puis au Caire en 2011 sur la place Tahrir où elle va rencontrer l'amour avec Bassem, mais elle va rencontrer également la révolution, elle va rencontrer le travail et elle va mélanger ferveur politique et amour, bien sûr. Oui, alors c'est tout ce que vous disiez auparavant résonne beaucoup parce que moi c'est vraiment un roman que j'ai voulu une forme de questionnement d'abord de l'appel du départ. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de partir soit vers une révolution, ce que vit mon personnage principal, soit vers une ville qu'il aime. C'est le cas du personnage d'Ilyes qui est ce sans-papier algérien qui va mener, en fait, qui va mettre Alice sur la route de ses origines, elle qui était plutôt allée sur la route d'abord de son métier professionnel, de cette fuite en avant aussi en quelque sorte qui la faisait partir d'une ville à l'autre, etc., etc. Et puis de la mère d'Ilyes qui est une mère de famille apparemment ordinaire qui va elle aussi entreprendre une fuite. Moi, c'est ce moment qui m'intéresse et qu'est-ce qui fait qu'on décide de partir, porté par un désir très corporelle. Finalement, elle se reconnaît dans ces jeunes en 2011 qu'elle voit à la télé en se disant on en parle mal, j'ai envie moi de raconter quelque chose et en même temps j'ai pas de rédaction donc je vais me jeter un petit peu comme ça dans le vide. Et moi c'est ce moment-là qui m'intéresse et que j'ai voulu croiser avec effectivement cet arrière-fond politique de 2011 qui moi m'a personnellement marqué, non pas parce que j'étais dans ces rues mais parce que je venais de quitter le Maroc qui est le pays dans lequel j'ai grandi. Où les printemps arabes a été très modeste. Le printemps arabe n'a pas vraiment éclos à Rabat. Oui, on a eu une nouvelle constitution avec plein de choses très belles, mais effectivement, ça a plutôt été une évolution qu'une révolution. Mais c'est quand même un moment qui, moi, m'a marqué parce que du coup, j'ai dirigé un média culturel de 2013 à 2020, donc pas du tout de journalisme de guerre. Moi, je suis assez admirative des gens qui font ce métier, sur lequel je me suis beaucoup documentée. Et donc, ça m'a transformée sous des formes politiques dont j'avais pas pris conscience moi-même parce que j'avais 17 ans et que j'étais trop jeune pour vraiment réaliser à quel point ça m'avait forgé. Et ce roman, c'était une façon d'y revenir par la fiction, de presque rattraper peut-être ce temps que j'ai pas eu à l'époque parce que j'étais jeune pour pouvoir mieux comprendre et digérer l'impact de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et moi, ce qui m'agaçait aussi, c'est que parfois on balaie d'un revers de la main les révolutions en disant échec, échec, etc. Alors déjà, on parle de 15 pays, on parle de pays qui ont eu des révoltes à des moments différents. Et aussi que finalement, les conséquences, en fait, sont pas forcément là où on les imagine et il y a des transformations qui sont encore à l'œuvre. J'en veux pour preuve que moi, personnellement, dans mon entourage, il y a des Libanais, il y a des Égyptiens, il y a des Français d'origine algérienne, etc. Et en fait, on s'est rencontrés en ligne, on s'est rencontrés sur Twitter, on a dirigé ce média culturel ensemble et probablement que j'aurais jamais écrit s'il n'y avait pas eu 2011 en quelque sorte, parce que c'était ce moment où on a compris que écrire avait un sens aussi qui nous dépassait, c'est-à-dire un sens profondément politique. Un moment fort pour les jeunesses, justement, du Maghreb, du Machrek et du Moyen-Orient, effectivement. Hajar Hazel, vous avez parlé d'Ilyes et de Meriem et de la mère d'Ilyes et Meriem, ce que je n'ai pas fait dans ma présentation de votre roman, mais alors, ça me permet de parler de ce que j'ai reçu en lisant Le sens de la suite. J'ai lu un récit très cinématographique parce que vous faites une sorte de montage alterné, un moment, comme dans une série, comme au cinéma, entre effectivement ce qui se passe pour Ilyes, jeune migrant algérien venu donc à Paris, et puis votre Alice qui, elle, était en Algérie. Il y a une sorte de va-et-vient entre les deux. C'est bien sûr, vous avez pensé au cinéma, au montage cinématographique. Je sais pas vraiment. En fait, c'est vrai que ce que je voulais, c'était finalement de partir avec un personnage qui représente une forme de mythe. On a parlé beaucoup de voyageurs, de gens qui sont trépidants. Ce qui vous réunit ici, quatre. Exactement. Et en même temps, je voulais un petit peu gratter le vernis du mythe pour en fait différencier ceux qui racontent les choses de ceux qui les vivent et qui en paient les conséquences. Et dans mon roman, en fait, on commence avec Alice, donc ce personnage de grand reporter. Mais finalement, très vite, on se rend compte qu'il y a des personnages, comme elle doute, auxquels elle donne la voix, qui sont pas forcément visibles.
Donc Bassem, qui est ce fixeur, ceux qui sont journalistes ici connaissent les rôles des fixeurs. Donc c'est des gens qui vont aider les journalistes qui vont dans des pays qu'ils ne connaissent pas à comprendre les territoires, à rencontrer les bonnes personnes. Mais il y a certains moments, certains endroits où les fixeurs font beaucoup plus que simplement aiguiller. Et eux, ils payent les conséquences, c'est-à-dire qu'ils ont des lignes rouges, que parfois les journalistes s'en vont, et ensuite c'est eux qui vivent. Ceux qu'il faut exfiltrer au moment quand il y a répression. Exactement. Et moi, ce qui m'intéresse dans mes romans, comme moi j'ai grandi au Maroc et j'ai vécu en France, c'est vraiment de croiser les regards de gens qui visitent un endroit et des gens qui sont sur place, et de montrer à la fois en quoi ces deux regards ont quelque chose à dire sur une réalité, et en même temps de donner peut-être la voix à ceux qui sont sur place et que parfois on entend moins. Donc Shireen Abu Akleh, qui a été tuée par Israël, moi c'était un hommage extrêmement important pour moi, parce que aujourd'hui, on a la situation d'illustration de tout ce que je raconte, du fait que Gaza est fermé aux journalistes, que les journalistes palestiniens sont tués, sont ciblés, et qu'en même temps, ils n'ont pas la crédibilité qu'auraient des grandes chaînes internationales. Donc vous avez une illustration de cette question de qui raconte, et à quelles oreilles en fait, et qui on veut bien entendre. Et donc moi c'est vraiment ça qui me passionne. Alors bon, il y a le plan politique, mais aussi vraiment le plan très concret, parce que c'est des questions que je me pose en tant que romancière. C'est jusqu'où moi je peux aller pour raconter l'histoire des autres, à quel moment aussi je me trompe. Et mon personnage, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle va dire à un moment: je n'ai rien compris à la Syrie. C'est quelque chose que je trouve important aussi, intéressant, de montrer que les narrateurs que nous sommes, parfois nous-mêmes nous trompons. Et donc ce doute-là, pour moi, il est au cœur de mon écriture. 3 parties constituent le sens de la fuite: rêve, révolu, alors là c'est le reflux, et puis quand même, ça se termine avec quand même une 3e partie plus optimiste: révolution au pluriel. Oui, alors le message caché, c'est même lorsque les rêves sont révolus, les révolutions se poursuivent. Et moi, c'est quelque chose auquel je tenais. Je suis contente que vous ayez vu l'optimisme malgré tout, parce que, comme je disais, c'est quelque chose qui nous a marqué dans nos chairs. Et c'est ce que dit Bassem à la fin, donc ce journaliste égyptien qui, lui, n'a pas voulu quitter son pays. Justement, à la fin, j'ai gardé cette partie. D'ailleurs, allez, je vous le tends à Jarazel, parce que j'ai beaucoup aimé justement cette dernière page, quasiment, de Bassem, entre les guillemets que j'ai. Ah oui, voilà. Okay. Oui. Je vous laisse nous le lire, parce que justement, ce révolution au pluriel fait sens. Oui. Quand il y repense, Bassem est fier. Comme disait son père, dans la vie, on ne voit fleurir qu'une infime partie des graines que l'on sème. Certaines graines restent désespérément ensevelies avant de pourrir à jamais. C'était ça qu'ils avaient fait avec cette révolution. Semer des graines, attendre, s'indigner, se désunir. Ils cracheraient sur tous ceux qui oseraient parler d'échec. Il avait vécu dans sa chair, cette révolution. Ce n'était pas son dernier chapitre. Personne ne pourrait la lui voler. Personne ne pourrait la voler aux Égyptiens qui avaient inondé les rues du Caire, de Suez et d'Alexandrie. Personne ne pourrait leur enlever leurs slogans, les leur faire oublier. Personne ne pourrait leur enlever leurs rêves. Ce qu'ils avaient vécu leur appartiendrait à jamais. Leurs enfants en parleraient à leur tour dans quelques années. Cela ferait éclater des bourgeons et peut-être même des fleurs. Merci. Vous parlez des pères, le père de Bassem, mais en même temps, il y a une défaite des pères, parce que ce soit le père d'Ilyes ou le père d'Alice, ce sont les femmes et les jeunes qui sont forts dans votre roman. Oui, c'est vrai. Alors, bon, il y a des raisons psychanalytiques qui m'échappent encore. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse... Alors, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec des femmes très puissantes, tyranniques, qui m'ont beaucoup transmis. Et donc, en fait, je pense que c'est des personnages que j'ai pas trouvés en littérature, donc je cherche à faire exister, surtout quand on pense Afrique du Nord, etc. Enfin, voilà, il y a tellement de clichés. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, par ailleurs, c'est les héritages silencieux. C'est en fait, chez moi, et je pense chez beaucoup de gens, parfois le silence, c'est ce qui nous pousse à agir. Et donc ce père, et c'est ça que je trouve paradoxal en fait, c'est vrai qu'on est dans les civilisations occidentales, on veut dire, tout doit être clair. Moi j'ai hérité d'énormément de silence, de contes très énigmatiques, et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans aussi, parce que c'est ce qui pousse aussi à aller jouer en fait. Moi j'adore les jeux, les énigmes, et donc c'est vrai que ce père d'Alice qui est mort à ses 15 ans, il lui a légué une forme d'héritage paradoxal, un héritage fait de silence, qui est un personnage très taiseux, et en même temps il avait une bibliothèque, il était bibliophile, il avait plein de livres en arabe, et elle ne lui a pas transmis l'arabe, mais du coup, ce qui lui a donné envie de le comprendre après sa mort, c'est d'aller apprendre la langue, aller se faufiler dans cette bibliothèque, apprendre à toucher les livres. Et il y a une figure, notamment, pour laquelle
à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est dans le thème aussi, c'est Isabelle Eberhardt, qui est une voyageuse qui est morte à 27 ans, qui est arrivée à 20 ans en Algérie, qui se déguisait en homme pour entrer dans des confréries soufis, d'ailleurs. Très intéressant, ce personnage. Et donc, le livre s'ouvre avec ce personnage. Et en fait, c'est aussi un livre que le père d'Alice avait et qui lui a transmis. Et ils s'étaient promis d'aller ensemble en Algérie. Mais il est mort. Et donc, elle va finalement aussi, même si le père n'est pas présent sous la forme d'un personnage vivant, il est partout dans ce roman. C'est la figure spectrale qui l'a fait avancer quand même. Mais alors, les pères sont présents, peut-être étaient-eux, mais n'empêche que vous remerciez la génération 2011 à laquelle vous devez tant de choses, Jarazel. Et j'ai remarqué une chose, effectivement, qui est peut-être propre effectivement aux révolutions, c'est la présence de la musique tout au long du roman. Il y a une quantité de références musicales. Oui, 2011, moi, comme je dis, il y a ce média, j'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré mes amis. Enfin, 2011, c'est vraiment quelque chose qui... C'est pour ça que je voulais, en fait, là, plutôt que je suis pas géopolitologue, donc je vais pas faire une analyse politique, mais plutôt montrer à quel point ça avait été vivant. Et vivant aussi par la musique. Et donc, c'est aussi un hommage aux musiques populaires, au rap, aux ultras, qui en fait sont des producteurs d'hymnes très politiques. Comme en Algérie, avec le Hirak ou l'Ed Bahja, c'est une chanson que tout le monde connaît, même les mères de famille, ordinaire, alors qu'elle parle de drogue quand même au début, et c'est chanté par tout le monde. Donc moi, je trouve ça génial. En fait, ces circulations aussi que permettent en fait les cultures populaires. Et donc, oui, la musique est partout et elle va continuer à être présente. D'ailleurs, on va conclure cet entretien avec vous, à Jarazel, en musique, avec une chanson que vous connaissez bien, qui apparaît dès les premières pages de votre roman, Le sens de la suite. C'est Yass, une chanteuse libanaise. On vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Jean Rollin, d'ailleurs, pour une table ronde qui s'appelle Passer la frontière. Et là, effectivement, que Alice et comme d'ailleurs Jean Rollin va nous le dire dans quelques instants, sitôt après Get It Right, vous passez les frontières. Merci à Jarazel. Le sens de la fuite, publié chez Gallimard. J'ai oublié de le dire. Voilà, c'est fait.